Bienvenue, aujourd'hui on va s'intéresser à un personnage vraiment hors du commun, Marcel Bélin. Imaginez en plein cœur du Paris du XXe siècle un homme qui ne se contentait pas de lire l'avenir. Non, il affirmait lire dans les âmes. On va découvrir ensemble ces histoires, qui sont, vous allez le voir, assez extraordinaires. Alors tout se passe dans un cabinet plutôt discret rue Fontaine à Paris. C'est de là que Marcel Bélin va devenir l'un des voyants les plus connus, les plus renommés de son époque. Un lieu qui n'est d'ailleurs pas anodin puisqu'il était déjà chargé d'un certain mystère. Et attention, la réputation de Bélin, elle ne se limitait pas du tout au cercle ésotérique, loin de là. Il a reçu des éloges d'intellectuels, d'artistes et même, comme on le voit ici, d'un lauréat du prix Nobel. Franchement, c'est une reconnaissance qui lui a donné une crédibilité, une légitimité assez rare dans ce milieu. Sa légende, elle s'est vraiment bâtie sur des prédictions d'événements mondiaux qui ont fait la une des journaux du monde entier. Regardez cette liste, de la science à la politique, en passant par de véritables drames humains. Sa vision semblait ne pas avoir de limite. Ça a laissé les gens de l'époque complètement stupéfaits. Mais alors la question c'est, comment est-ce que Bélin lui-même décrivait son don ? Eh bien, il était très loin de le voir comme une sorte de pouvoir surnaturel. Au contraire, il le ramenait à une qualité profondément humaine. Et sa définition, vous allez voir, elle est assez surprenante. Et voilà, c'est fascinant comme redéfinition. Pour Bélin, la voyance, ce n'est pas du tout une lecture passive de l'avenir. C'est une empathie active, une connexion vraiment profonde pour comprendre l'autre. Et surtout, pour l'aider. Il ne s'agit pas d'inventer, mais bien de capter quelque chose qui est déjà là. Et son processus, en fait, était étonnamment structuré. Première étape, l'immersion. Il se mettait, pour ainsi dire, à la place de son client pour ressentir ses émotions. Ensuite, venait la vision, des images symboliques qui lui apparaissaient. Et enfin, l'analyse, l'étape la plus délicate où il devait redevenir un observateur extérieur, lucide, pour interpréter ses visions et donner un conseil. La première grande histoire qu'on va voir illustre parfaitement son principe numéro 1, une honnêteté à toute épreuve. C'est cette histoire qui va vraiment lancer sa légende et lui offrir un héritage qu'il n'aurait, mais alors, jamais pu imaginer. Alors, imaginez la scène. Une femme d'une 60aine d'années arrive dans son cabinet. Elle est un peu lasse parce qu'elle a déjà vu d'autres voyants. Et tous lui ont servi la même soupe. Des flatteries, des grandes prédictions, des fortunes imaginaires, des aventures inventées, bref, des mensonges pour lui plaire. Mais elle, ce qu'elle cherchait, c'était la vérité. Et voilà la réponse de Bélin. Au lieu de fabuler, il lui offre une vérité toute simple, pleine de compassion. Il lui explique que son existence, calme, paisible, sans drame, c'est en réalité un sort enviable comparé aux souffrances que beaucoup de gens endurent. C'était exactement, mais exactement ce qu'elle avait besoin d'entendre. Et là, sa réaction est totalement surprenante. Enchantée par cette honnêteté, elle lui annonce qu'il est la personne qu'elle cherchait depuis des années pour transmettre un héritage tout à fait unique. Pas un trésor fait d'argent, non, mais quelque chose de bien plus précieux pour un homme comme lui. Et quel héritage incroyable ! Les travaux d'Edmond, l'un des plus grands voyants du XIXe siècle, ses manuscrits originaux et surtout 2 jeux de tarot magnifiques dessinés à la main qui auraient servi pour des personnalités comme Napoléon III et Victor Hugo. Et puis à ce détail fou, la coïncidence de la rue Fontaine, comme un lien invisible tissé à travers le temps qui le reliait à une véritable lignée de voyants parisiens. Allez, on change de registre. L'histoire qui suit, elle montre comment Bélin pouvait voir au-delà du présent, mais pas forcément vers l'avenir, plutôt vers un unique instant du passé. Un traumatisme d'enfance qui, à lui seul, a forgé le destin de tout un homme. Un homme d'affaires qui a très bien réussi vient le consulter pour une histoire de femme. Mais au lieu de voir le couple ou leur avenir, Bélin reçoit cette image, très puissante, très symbolique. Un petit garçon en costume de marin qui rampe dans la poussière, puis qui pleure, seul dans son oreiller. Cette vision, c'est la clé de toute la vie de cet homme. Alors, l'homme, Gilles, se confie et raconte cette journée qui a tout fait basculer. Le bonheur d'un matin, puis l'humiliation, brutale, publique, par son instituteur. La rage, la fuite de l'école et cette première victoire, en allant seul à l'exposition. Ce jour-là, l'enfant docile et confiant est mort. De ses cendres est né un homme indépendant, déterminé, dont la réussite est aussi grande que sa méfiance envers les autres. Et c'est l'homme lui-même qui le reconnaît. Ce souvenir si douloureux, c'est en fait le moteur de toute sa vie. La vision de Bélin n'a pas juste déterré un souvenir, elle a révélé le cœur même de sa personnalité, la source de toutes ses ambitions et de toutes ses peurs. On va passer maintenant à une histoire plus tragique. Un véritable conte sur le destin, le libre arbitre et les conséquences absolument dévastatrices d'un avertissement qui a été ignoré. Madeleine vient voir Bélin parce qu'elle est littéralement hantée par ce rêve.
C'est toujours le même scénario. Une chambre qu'elle ne connaît pas, un déshabillé élégant et un chagrin si profond, si absolu, qu'il la terrifie. Elle est persuadée que ce rêve annonce un malheur terrible, peut-être la perte d'un de ses enfants. Mais voilà, sur la route de sa consultation, le destin lui tend un piège. Dans le train, elle rencontre un homme. La connexion est immédiate, puissante, si bien que toutes ses angoisses s'envolent. Elle en oublie presque la raison de son voyage. Quand Madeleine raconte son histoire, Béline ne se concentre pas sur le rêve, mais sur cette nouvelle rencontre. Son conseil est unique, urgent et sans appel. Ne pas se rendre au rendez-vous prévu avec cet homme. Mais Madeleine, qui se croit forte et maîtresse d'elle-même, est déçue. Et elle décide d'ignorer l'avertissement. Et l'ironie est absolument tragique. Sa liaison l'amène dans une chambre d'hôtel, à Versailles. Et c'est là, au moment précis où elle comprend qu'elle doit mettre fin à cette histoire impossible, que tout bascule. La chambre, le déshabillé qu'elle vient d'acheter, le sentiment de solitude, le chagrin insupportable. Sans même s'en rendre compte, elle a recréé, pièce par pièce, le cauchemar qu'elle voulait enfuir. Pour conclure, Béline aimait utiliser une parabole pour définir la nature même de son don. C'est une histoire qui résume assez bien la responsabilité et le coût personnel d'une telle capacité. C'est l'histoire de Jacob, le porteur d'eau, une métaphore très puissante. Son don lui attire d'abord les faveurs de son Seigneur, mais il l'expose aussi à la jalousie et à des choix impossibles. En aidant son maître malgré un avertissement divin, puis en prouvant son don une toute dernière fois, il y laisse sa vie. C'est une leçon terrible. Le souffle prophétique est une force qui est aussi puissante que dangereuse. Finalement, on en revient à la propre définition de Béline. Malgré toutes ces histoires incroyables, il ramène toujours son don à quelque chose de fondamental. Une sympathie profonde pour l'humanité. C'est peut-être, au fond, l'explication la plus humble et la plus puissante de toutes. Ce qui nous amène à une dernière question. Est-ce que le véritable don de Béline, c'était de voir l'avenir? Ou bien est-ce que c'était plutôt de voir, avec une clarté exceptionnelle, les profondeurs du cœur humain, avec toutes ses blessures, ses espoirs et ses secrets?